Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Décideurs du Net, une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Nicolas James qui est à mes côtés. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur Décideur TV, sur le Journal du Net, mais aussi sur Offre Média et que vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité. Alors justement, notre invité, qui est-il ? C'est en 2001 qu'il entre chez TF1 où il est alors responsable du développement à la direction technique. En 2004, il devient directeur des nouvelles technologies du groupe et fonde la plateforme vidéo Watt en 2006. Et depuis 2010, il est le directeur général de ITF1. J'ai nommé Olivier Abécassi. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avant de poser nos questions, Nicolas et moi, on commence comme d'habitude par celle de Thierry Amar, le président de Offre Média qui sonde toutes les semaines l'invité sur ce plateau. Et cette semaine, cette question, elle est pour vous. On regarde. Olivier Abécassis, comment comptez-vous innover dans la social TV en 2014 ? Alors qu'avez-vous à répondre à Thierry Amar ? C'est une question assez vaste. Alors d'abord, je crois que sur la social TV, on a commencé à innover en 2013. On a mis des bases qui ont permis de développer de l'interaction autour de nos programmes. Mais ces bases, finalement, ne sont que le début. Et effectivement, les innovations vont être nombreuses dans les années à venir. La première, celle qu'on a en tout cas envie de faire, c'est qu'on voit que les programmes de TF1 génèrent de la réaction sur les réseaux sociaux. On traite ces messages, on essaye de les nourrir en mettant du contenu dedans, en créant encore plus d'interactions. Le lien, par contre, entre ce que peut déclencher un message, soit dans le contenu de l'émission, soit dans le pilotage de son interface numérique, quelque chose qui n'est pas encore fait et sur lequel on travaille. Et donc on va tirer profit de la partie live de The Voice qui arrivera en avril et de la Coupe du Monde, effectivement, pour démontrer que la social TV, c'est évidemment une conversation autour des programmes, mais que cette conversation, elle peut interagir directement avec l'offre programme ou avec l'offre digitale. Alors, vous verrez cela au travers de nos produits, mais il est évident pour nous que cette première étape qui a été de créer la conversation n'est pas une fin en soi. Il fallait faire le volume, il fallait démontrer que c'était un produit accessible à un maximum de téléspectateurs. On va continuer dans cette voie-là. Mais après, évidemment, le contenu de cette conversation sociale nous intéresse et on va le travailler de façon importante en 2014. En parlant d'innovation, en octobre, vous avez été une des premières chaînes à signer un partenariat avec Facebook. Ouais. On émet souvent le reproche à Facebook, finalement, Facebook a deux lacunes. Les discussions sont circonscrites à une sphère privée. Facebook est beaucoup moins de temps réel que Twitter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez rechercher dans ce partenariat ? Est-ce que ce sera pour du live ou peut-être plutôt de la construction d'audience, de la construction de programmes ? Alors ce sera effectivement pour du live. Il est vrai que Facebook n'a pas, comme Twitter l'a fait, parce que c'était l'ADN de Twitter, travaillé le live nativement. Et quand on en discute avec les équipes américaines, ils reconnaissent ce constat-là. Et que l'évolution de Facebook au travers de cette API qui permet d'accéder tout d'un coup à ce qui se passe dans Facebook est une évolution majeure. Et c'est effectivement dans cette direction du live qu'on va nous l'utiliser. Parce qu'effectivement, on est convaincu que pour la première fois, on va pouvoir suivre l'empreinte réelle d'un programme de TF1. Avant, on avait une fanpage. Cette fanpage, il s'y passe un certain nombre de choses, sauf que les dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook en France peuvent interagir avec notre programme indépendamment de cette fanpage. Pour la première fois, on va pouvoir fédérer l'ensemble et on va voir finalement une capacité à faire des choses assez voisines de ce qu'on fait sur Twitter. Donc on va aller dans cette direction du live, parce que c'est l'ADN de TF1, parce que c'est la force de la réaction. Après, effectivement, Facebook a un atout, c'est que indépendamment du live, il travaille dans la durée un certain nombre d'éléments et est un élément de fidélisation. On l'a pas mal travaillé sur des fictions comme Clem, où on a posé des bases et on a eu l'héroïne de Clem qui interagit régulièrement finalement en postant des contenus et donc en étant hors diffusion, en réactivation. Donc ça, on va continuer à le faire. Mais on pense aussi que Facebook va pouvoir nous donner sur le live de la même façon que Google+. L'ambition de TF1 est d'être partout où il y a de la communication, des échanges autour de nos programmes. Donc on a été sur Twitter parce que l'outil était prêt. On va sur Facebook parce qu'ils mettent cette API et on ira partout où on estime qu'il y a un potentiel. Alors on va revenir sur tous ces points, mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler les missions de ITF1 ? Parce qu'il ne s'agit pas que d'une adaptation des programmes sur le web. En quoi ça va plus loin ? Ça va plus loin parce que le parti pris qu'on a eu, dès qu'on a démarré effectivement à développer notre offre vidéo, a été de se dire, certes, le replay est un besoin et aujourd'hui un téléspectateur, il sait que quand il consomme une chaîne gratuite, il la consomme le soir à un instant T ou en décalé, ça c'était un produit, mais qu'on estimait que
20 ans après, faire juste une fonction de magnétoscope sur le digital, c'était un peu réducteur. Donc, on a eu une approche qui a consisté à penser qu'il fallait tout de suite travailler des contenus spécifiquement pour. Et ça, on l'a fait depuis quelques années en découpant, en remontant, en produisant des contenus spécifiques, des coulisses. On a fait sur Danser avec les stars beaucoup de choses qui étaient autour. On a lancé en janvier dernier une prolongation de l'émission My Téléfoot, où tous les dimanches matins, on a un contenu avec un ton spécialement fait pour le digital. Donc, on a cette conviction qu'il faut étendre les frontières de nos émissions, évidemment en tirant profit des moyens de production que le groupe engage, de l'accès à un certain nombre d'animateurs. Donc, première des choses, c'est comment on fait plus de contenu autour de nos marques. Et puis, mission suivante, c'est comment on va répondre à des besoins qui sont indépendamment des marques TF1, puisqu'évidemment, le groupe investit 1 milliard d'euros dans les contenus tous les ans, que ce milliard, c'est un capital avec des marques fortes et de la capacité de produire, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les internautes consomment des contenus qui sont évidemment ceux des chaînes, mais pas seulement, mais qui vont sur des nouveaux territoires. C'est la raison d'être de la plateforme Watt, sur lequel on a des contenus qui sont pour la cible 15-24 pertinents, sur de la musique, sur du sport, sur l'extrême, sur du manga, et donc on continue à le faire, et on va continuer, et probablement qu'en 2014, on va effectivement encore produire davantage de contenu indépendamment de la marque TF1, pour nourrir la consommation vidéo, qui, elle, est une tendance qui est extrêmement forte. Donc, la mission d'ITF1, c'est d'étendre la force de pénétration du groupe TF1 sur les territoires online et sur l'ensemble des écrans. Et là, on a l'avantage, effectivement, d'avoir une situation où aujourd'hui, il y a à peu près 7 écrans, je crois, en moyenne, dans un foyer français. Et donc, la possibilité, effectivement, de surmultiplier notre couverture. En 2013, comme vous l'avez expliqué, vos missions, c'était vraiment d'étendre les frontières de vos émissions au web. Est-ce qu'en 2014, l'enjeu, ce ne sera pas plutôt finalement de construire un programme en fonction du web, en amont, un peu comme l'a fait D8 qui a lancé une série dont le scénario était basé sur les propositions des twittos, ou M6 qui va lancer un programme où les gens voteront via une application Rising Star? Oui, alors est-ce que on le fera comme ça? En général, on essaye d'avoir un parti pris un peu différent, non pas que ce ne sont pas des expériences intéressantes, mais on essaye de parler au plus grand nombre et on essaye, au travers des innovations qu'on porte, effectivement, d'ouvrir une nouvelle voie. C'est ce que je rappelais quand on a fait du replay, on n'était pas les premiers à le faire, mais on l'a fait dans un mode de volume qui est plus compatible avec la TF1. Donc oui, on va chercher à produire des contenus. Ce qui s'est passé, pourquoi on ne l'a pas fait avant, c'est qu'on n'avait pas forcément l'économie ni le talent de production. Alors on voit ce qui se passe aujourd'hui sur l'essor de la vidéo sur le web, où il y a des contenus qui sont produits effectivement dans des équations économiques différentes, qui sont nouvelles, qui sont intéressantes, avec des talents. Et on verra effectivement comment ces talents, on va les orchestrer et quel lien on fera ou pas avec nos émissions. C'est-à-dire qu'on fera un lien avec une émission si c'est pertinent pour l'émission, si ça la renforce. Si c'est du gadget et de la modernité, on ne le fera pas, parce qu'effectivement, il faut garantir que les dispositifs numériques qu'on construit sont suffisamment puissants online, et quand ils s'interfèrent avec le programme, qu'ils le nourrissent et qu'ils ne laissent pas sur le bas-côté une partie de nos téléspectateurs qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Pas que ce soit trop clivant non plus. Voilà, donc le travail qu'on essaye de faire avec les équipes de l'antenne, c'est vraiment de se dire, quand ça remonte à l'antenne, c'est que c'est mainstream, et c'est intéressant d'être mainstream parce que dans ces cas-là, on fait progresser l'ensemble, ou alors sinon, on a la possibilité de faire des choses à côté. C'est pour ça qu'on a une marque qui est faite pour cela et qu'on continuera à investir dans cette direction-là. Vous aviez lancé donc Connect en février dernier, donc à l'occasion de la 2e saison de The Voice. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan? Et surtout, cette année, vous avez lancé, donc toujours pour The Voice, 5e coach, donc qui permet aux téléspectateurs de faire des pronostics, de constituer leur propre écurie. Alors finalement, le bilan? Alors, 5e coach était un programme qui faisait partie du lancement de Connect sur la saison 2 de The Voice, dans une version plus simplifiée, effectivement, qui permettait uniquement pendant la première phase de l'émission de commencer à prédire et de commencer à interagir. On a beaucoup appris au travers de cette première saison. On a appris notamment que dans cette expérience de second écran qu'on avait bâti, l'internaute ne voulait pas choisir entre jouer à 5e coach, voir un bonus ou envoyer un tweet. Et donc on a travaillé notre interface et elle évoluera encore dans les semaines à venir pour permettre de finalement faire ce multitasking de façon plus fluide que dans notre premier produit. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y a effectivement quelques centaines de milliers de téléspectateurs qui ont désormais pris l'habitude d'avoir leur tablette ou leur smartphone dans les mains pendant une émission de The Voice pour faire du The Voice. Il y en a d'autres qui font probablement autre chose, pour faire du mail ou autre chose, mais en tout cas, on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui, tous les samedis soirs, effectivement, font cet usage simultané, consomment des vidéos en plus et puis interagissent dans 5e coach. Donc on est satisfait de cette expérience. On pense que le second écran, qui était très théorique l'an dernier, quand on l'a lancé, en France, il n'existait rien, il y avait eu des annonces, mais il n'y avait pas eu de vrai lancement.
Moi, j'avais passé un peu de temps aux États-Unis pour échanger avec un certain nombre d'acteurs. Et là aussi, les expériences étaient plutôt naissantes. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs, puisque j'étais au CES la semaine dernière. Et il n'y a pas de produit qui a été développé industriellement sur le sujet. Il y a plutôt des tentatives d'un certain nombre de chaînes. Et donc, nous, on a déployé tout au long de l'année sur The Voice, puis sur le football, puis sur l'information, puis sur un certain nombre d'émissions, Secret Story, etc. Une expérience qui nous fait dire que, au final, ça augmente le volume de tweets, ça augmente le volume de vidéos vues sur un programme, et quand on fait tout cela, le programme se porte en plus mieux encore à l'antenne. Vous dire qu'est-ce qui est à l'origine de quoi? Est-ce que c'est parce qu'on fait plus de cinquième coach, qu'on a plus d'audience à l'antenne ou qu'on a plus de tweets? On n'en sait rien, et à vrai dire, on ne cherche pas la réponse. La conclusion, c'est que quand on a le meilleur programme, le meilleur dispositif digital, plus, dans le cas de The Voice, le meilleur présentateur qui joue naturellement sur Twitter sur ces sujets-là. Ça a pu jouer, vous pensez, dans le Bien sûr, lancement? évidemment. D'abord parce que quand on a un présentateur qui baigne dedans, tout ce qu'on imagine, on le travaille avec lui et il fait le relais sans qu'on ait à lui dire c'est important. Et puis, il a 500 000 followers. Donc, quand une innovation est véhiculée par lui, elle est tout de suite portée. Donc, oui, évidemment, ça joue. Ça joue pour la cohérence de l'émission, pour les innovations qu'on fait et pour leur marketing autour du grand public. N'oublions pas quand même que même si, pour nous, Twitter est une évidence, il y a encore des Français qui ne savent pas ce que Twitter est, qui ne savent pas à quoi ça sert d'envoyer des messages et que l'ambition de TF1 est de rendre accessible à tous l'ensemble des fonctions. Le digital n'est pas un truc de geek réservé à une partie de la population. L'ambition de TF1 est que ces programmes, ils sont vus par 9,8 millions de téléspectateurs samedi dernier et qu'il n'y a pas de raison qu'à 9,8 millions de téléspectateurs, on ne parle pas aussi de digital. Justement, est-ce que Connect, qui a été déployé sur le JT de TF1 par exemple, marche aussi bien sur ce programme qui est quand même beaucoup plus mainstream, qui est sur une cible peut-être moins évidente? Est-ce que finalement les taux d'utilisation sont intéressants? Alors, les taux d'utilisation sont bien meilleurs sur un The Voice que sur un JT, indéniablement. Mais ce qu'on voit sur un JT, c'est que ça vous donne la possibilité de rentrer dans un sujet qui n'a que 2 minutes de temps d'antenne, parce que dans un JT, on fait 20 sujets. Même si les équipes éditoriales, et c'est aussi ce qui explique le parcours du JT de TF1 ces dernières années, fait des choix. On a un JT où il y a beaucoup de choix qui sont faits. Mais malgré ces choix, on a un temps limité sur un sujet, alors qu'on en produit 10 fois plus pour ce rendu antenne. Et ce qu'on a fait avec la rédaction de TF1, c'est accéder à cette matière première pour pouvoir effectivement enrichir. Et si vous êtes passionné d'un sujet qui est traité de façon trop courte, on va vous donner de l'infographie, on va vous donner une interview longue, et on pense que c'est un produit complémentaire. Après, oui, on n'a pas 100 000 personnes sur chaque JT, mais j'ai envie de dire, si on estime qu'on lance un sujet comme Connect, qui est quand même un nouveau produit, qu'on cherche à avoir tout de suite 1 million de téléspectateurs et une rentabilité au premier jour, on ne fait rien. Le parti pris qu'on a eu, c'est de se dire, on ne va pas en parler pendant des heures, on va faire des choses. Il y a des trucs qui ont bien marché, qui ont bien moins marché. Je vous disais tout à l'heure que sur le produit, on a appris qu'on avait été trop monotasking et qu'il fallait faire évoluer l'interface. Mais on l'a appris parce qu'on l'a fait, on ne l'aurait pas fait, on ne le saurait pas. Donc on est très content. Et de nouveau, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes sur chaque JT, donc ça fonctionne. Ce n'est pas aussi volumique que The Voice, c'est différent comme produit, mais on tient à ce produit-là et surtout, il est naturel pour TF1. L'ambition est d'avoir effectivement un contenu le plus riche possible. Et par contre, on pense aussi que Connect va être connu à un moment donné parce qu'il est au JT, parce qu'il est dans The Voice, parce qu'il est dans France-Ukraine et parce qu'on a au final une expérience la plus complète. Alors, on va essayer de répondre aux questions d'internautes quand même, il y en a déjà beaucoup. Marion demande, vous voulez aller de plus en plus vers le live et que pensez-vous de faire interagir les internautes afin qu'ils posent leurs questions aux invités, comme justement sur ce module de chat pour les décideurs du net, dans le cadre d'un JT justement par exemple? Alors oui, ça fait partie des choses. Alors après, je ne suis pas moi seul décideur, c'est-à-dire que c'est quand même au final un programme de l'antenne et c'est à l'antenne de dire qu'est-ce qui est le meilleur pour faire que l'audience soit au maximum. Des sessions de remontée où effectivement on pose une question, on ne l'a pas fait directement. C'est des choses qu'on va faire dans des modules comme MyTéléfoot, donc la prolongation de Téléfoot, et qu'on testera probablement d'abord dans le online. La question là encore, c'est comment le contenu qu'on amène, il a une vraie valeur ajoutée par rapport au contenu télévisuel, qui est un contenu très écrit, qui répond à certaines règles. Donc l'interactivité, oui, il faut qu'on l'ait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, dans les innovations, il faut à tout prix que ce qui remonte des réseaux sociaux, à un moment donné, soit une matière première qu'utilise le présentateur ou qui est utilisée
comme une donnée. C'est ce qu'on va faire là dans l'évolution de The Voice, où on aura des données 5e coach qui vont remonter dans l'émission. Est-ce qu'il faut effectivement laisser un téléspectateur poser une question en live? Est-ce que c'est ça le format? D'un point de vue digital, je pense qu'on a d'autres idées en tête. Et d'un point de vue programme, là pour le coup, c'est à l'antenne de le décider. Et je pense que là encore, on a d'autres pistes. Mais c'est évidemment ce mélange des deux genres qu'on veut travailler dans le futur et qu'on travaillera. Vous expliquez que vous n'étiez pas forcément le décideur chez TF1. Justement, gérer le digital chez un groupe aussi important que TF1, c'est un sacerdoce ou c'est un plaisir dans la mesure où le digital est vraiment une des priorités, un des axes clés du groupe? Honnêtement, d'abord, c'est un métier facile. Parce que quand vous faites le digital de The Voice, c'est plus facile que faire le digital d'une émission qui n'est pas regardée. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se planter, et on se plante par moment, mais ça veut dire aussi qu'on a un terrain de jeu qui est quand même un terrain de jeu assez idéal. Les programmes de TF1 de tout temps, et encore plus que jamais, ils font réagir. Et c'est des programmes qui sont vus. Et donc, rajouter une couche digitale au-dessus de cela, c'est effectivement un potentiel. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la part de marché d'un TF1 dans le digital ou sur les réseaux sociaux est encore supérieure à sa part de marché dans la télé classique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà ces programmes qui sont nativement pensés pour et qu'on a rajouté une surcouche. Après, oui, donc effectivement, quand je travaille sur les produits de l'antenne, je rentre dans un cadre et dans une écriture qui est celle de la télévision. Donc, ce qu'on construit, on le bâtit avec le patron de l'antenne, ses équipes, et puis aussi avec nos annonceurs et avec les équipes de la régie. Vous dire que c'est simple tous les jours, évidemment, ce serait vous dire qu'il n'y a pas des enjeux multiples. Maintenant, là où on a franchi une étape, c'est qu'il y a 3 ans, il a été décidé que le développement du digital était une priorité. Alors après, oui, il y a des arbitrages de temps en temps en se disant, cette décision, si on la prend dans telle direction, c'est quoi son impact à court, moyen, long terme? Et puis, on fait des choix. Mais c'est des choix qui sont discutés, qui sont partagés en interne et qui font que, des choses qu'on ne faisait pas il y a 3 ans, on les fait aujourd'hui. Je pense qu'on a aujourd'hui une intégration d'un certain nombre d'éléments. Sur les derniers Energy Music Awards, on avait la possibilité de prédire des récompenses qui étaient données avec une interactivité Twitter qui a été remontée à l'antenne, des choses qui étaient d'abord qui n'ont pas été faites ailleurs et qui n'ont pas été faites. Donc on a ce travail collectif parce qu'au final, l'ambition de TF1 est de faire que ces programmes soient les plus puissants sur tous les écrans. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne s'occupe pas de savoir s'il est puissant sur la télé grâce au digital ou à cause et lequel nourrit, c'est qu'on travaille ensemble. Après, comme dans toute entreprise, quand on travaille ensemble, on n'est parfois pas d'accord. Mais en même temps, quand on n'est pas d'accord, on le travaille ensemble et avec une priorité qui ne remet pas en cause la direction et la composante digitale stratégique du groupe. Après, on arbitre en fonction de la rentabilité, de ce que ça procure et engendre, avec un point, c'est que cette rentabilité, elle peut être court, moyen, long terme. Quand on fait connect, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que la rentabilité directe d'un connect est flagrante? La réponse, c'est non. Est-ce que par contre, elle contribue à développer l'écosystème du digital? La réponse est oui. Est-ce qu'elle contribue à montrer que la télé n'est pas un vieux média, mais infiniment dans le digital? La réponse est oui. Donc on a cette vie ensemble, mais globalement, une nouvelle fois, c'est plutôt... en tout cas, c'est un plaisir. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, voilà, comme dans toute entreprise où il y a un mix entre plusieurs produits, il y a des débats et on les vit très bien. Alors une question de Sophie qui va un peu dans ce sens. Le numérique est-il un réel levier de croissance pour TF1? Combien pèsera le numérique dans le chiffre d'affaires de TF1 dans 5 ou 10 ans? Alors oui, il l'est. Les comptes de TF1 2013 ne sont pas encore publiés, mais vous verrez en 2013 qu'il l'est, et que en tout cas la contribution du pôle digital n'est plus infime. On sera à plus de 10% du chiffre d'affaires, ce qui était l'objectif, je crois, sur 2013. Je ne peux pas vous communiquer ce chiffre puisque ce n'est pas closé. Mais donc oui, on a progressé. La rentabilité du digital a progressé, la rentabilité de TF1. Après, vous savez, analyser la rentabilité du digital par rapport à la rentabilité du groupe, c'est un peu un exercice théorique parce qu'on décide de mettre des dépenses de coûts et de droits soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, d'ailleurs, les différents groupes audiovisuels ne font pas forcément la même chose. Donc après, c'est quelle est la contribution à l'ensemble. Le digital, aujourd'hui, est un pilier stratégique de la chaîne et un pilier stratégique, ça veut dire qu'il est aussi un pilier économique. Vous dire où on sera en 5-10 ans, c'est difficile parce que le marché de la télé est un marché qui a évolué, sur lequel notre part de marché est restée avec une concurrence accrue.
On verra ce qu'il devient. Ce qui est sûr, c'est que la mission qui m'est donnée est de faire que ce soit le plus gros possible. Mais le plus gros possible avec une approche d'un ensemble dans un tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas viser à un moment donné à faire à tout prix des choses qui détruisent de la valeur à côté. On est dans une construction. Maintenant, on est conscient qu'on a des choix à faire. On est conscient que certains annonceurs commencent aussi à avoir des approches d'investissement splitté entre la télé et le digital. Et c'est pour ça qu'on doit être au plus gros possible sur le digital. Maintenant, voilà, on va faire en sorte que la croissance ne s'arrête pas. Est-ce que votre mission, c'est aussi d'être le plus gros possible sur le web? Parce qu'en fait, si on regarde le classement de Médiamétrie, par exemple, TF1 se situe environ à la 20e place en termes d'audience. Vous êtes quand même relativement loin de groupes comme Lagardère, Orange, ce qui peut paraître finalement relativement étonnant pour la première chaîne d'Europe. On a vu pas mal d'acquisitions qui sont opérées en 2013, des groupes comme Webedia, Allociné, qui auraient peut-être pu permettre à TF1 de combler cet écart. Vous étiez positionné, vous avez envie d'acquérir des sociétés qui vous permettraient de remonter dans le top 10, dans le top 5. Clairement, on n'achètera pas du VU. D'accord. On a fait le choix il y a quelques années, parce qu'on était un actionnaire majoritaire d'Overblog et on est toujours un actionnaire du groupe dans lequel il a fusionné, le groupe de Chapaz e-Buzzing, qui a une belle croissance. On a fait le choix de ne pas chercher à faire de la gonflette en VU s'il n'y a pas de perspectives industrielles qui sont liées. Donc effectivement, on n'a pas fait certaines acquisitions que d'autres ont fait, parfois extrêmement chères, ou parfois pas, et puis on verra effectivement ce que ça donne à long terme. La réponse est, est-on intéressé par, aujourd'hui, investir dans des sociétés du web? La réponse est oui. Par contre, comment on va le faire? On va le faire dans une dynamique qui est de cohérence par rapport à une stratégie industrielle, qui est aujourd'hui très liée à la vidéo. Donc c'est vrai que nous, le classement des visiteurs uniques, on le regarde moins par rapport au classement des visiteurs uniques vidéo. C'est pas parce qu'on est effectivement deuxième groupe en termes de temps passé après YouTube qu'on fait fi de l'autre classement. Le classement, il existe. On est conscient effectivement que notre offre aujourd'hui, elle touche un internaute sur 3. Maintenant, il faut que ce qu'on ira prendre en reach supplémentaire sur le web soit cohérent avec la stratégie vidéo dont on veut effectivement continuer à faire d'être le premier acteur de la vidéo premium en France. Ça ne nous empêchera pas de ne pas aller sur des nouveaux terrains, mais très clairement, les cibles qu'on identifie ne sont pas drivées par leur capacité à nous apporter du VU. Après, oui, où il y a eu des dossiers d'acquisition qui ont été regardés comme ils ont été regardés, je pense, par l'ensemble des groupes, qui n'ont pas été faits, mais qui ne veulent pas dire, évidemment, qu'on ne bougera pas. Jusqu'à présent, on a fait peu de mouvements capitalistiques. Finalement, le plus sensible, c'est celui que je rappelais tout à l'heure, et notre présence au capital d'e-Buzzing, qui est une boîte qui a une belle croissance, qui devient un acteur européen de la monétisation vidéo sur les autres formats que le pré-roll, donc une vraie complémentarité avec TF1 qui fonctionne très bien. On en fera d'autres, c'est des sujets qu'on regarde, mais dans une logique de comment ça nous permet de développer le business, faire le lien avec la question que vous posez tout à l'heure sur quelle est l'ambition en termes de chiffre d'affaires. Oui, au final, on ne va pas chercher, comme on n'a jamais cherché à faire de l'achat de trafic pour faire de la gonflette, vraiment de comment on a des business un peu scalables qu'on va développer dans les 5 années à venir. Racheter un groupe comme Melty, avec qui vous avez signé un partenariat édito pour Watts, ça ferait du sens, non? On a effectivement une bonne relation avec Melty, d'abord parce que on a souvent échangé avec Alexandre depuis des années, que dans son capital, il y a nos cousins de Bouygues Télécom qui très tôt ont mis un ticket dedans. Et puis parce que effectivement, le travail qu'on fait sur la cible 15-34, on s'est aperçu que quand on le faisait ensemble, on était plus puissant, qu'on avait des dispositifs publicitaires à offrir à nos annonceurs qui étaient plus puissants que si chacun le faisait séparément. Est-ce que ça nous poussera à aller jusqu'à racheter Melty? Ça fait partie des options, on en discutera en temps et en heure. Mais là encore, on le fera si on estime qu'il est nécessaire de passer par l'acquisition pour mieux faire. On a tous en tête un certain nombre d'acquisitions faites par des grands groupes qui se sont mal passées, parce que culturellement, parce que alignement des objectifs. Donc c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Donc on va plutôt chercher à aligner les stratégies. Si ces stratégies nécessitent à un moment donné d'investir un peu, on investira un peu. Si c'est d'investir totalement parce qu'il y a une adhésion, on le fera. Mais là encore, notre boulot, c'est de faire en sorte que la stratégie se construise et qu'on développe de la valeur à long terme. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions d'internautes. Marc demande combien de visiteurs uniques et combien de visiteurs uniques vidéo, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on touche un internaute sur 3, donc en VU, donc entre 13 et 14 millions de VU par mois. Et en gros, il y a les 2 tiers de cela qui sont ce qu'on appelle des vidéonautes, donc des gens qui effectivement consomment au moins une fois dans le mois de la vidéo. Et ça pèse quelques dizaines de millions d'heures par mois de consommation.
Et ça, c'est un panel, pardon de vous couper, c'est un panel que Médiamétrie publie tous les mois depuis maintenant quelques Et le nombre de VU est beaucoup moins important peut-être qu'avant à l'égard des annonceurs par exemple ou... Oui, parce que le problème du nombre de VU, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont acheté du trafic en faisant des jeux concours, en faisant un certain nombre de choses. Donc, à un moment donné, les annonceurs ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que le nombre de VU, ça voulait rien dire. Que le temps passé sur un site a beaucoup plus de valeur que le nombre de VU. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que quand on fait de la vidéo, d'abord, le temps passé augmente. Et ensuite, on est dans une monétisation du temps passé, puisque le nombre de messages publicitaires qu'on va intégrer va être lié au fait qu'il y ait beaucoup de vidéos vues longtemps, plutôt que beaucoup de vidéos vues tout court. Donc, cette évolution du temps passé fait que, oui, il y a une maturité de la mesure. D'abord, aujourd'hui, je pense qu'on a plus d'outils pour mesurer que le simple VU. Et puis, il y a une maturité du marché qui consiste à effectivement faire le tri entre les offres gonflées un peu artificiellement et les offres qui ne le sont pas. Une question d'invité 434 qui dit « Comment le digital pourrait aider LCI à se relancer ?» LCI, aujourd'hui, est une chaîne payante. Donc distribué par des opérateurs, ce qui, du point de vue digital, avait quelques conséquences. C'est que, étant donné que son financement vient aux opérateurs, l'accès à la vidéo est essentiellement réservé aux partenaires. Vous le savez, il y a une probabilité d'évolution du modèle de LCI. Évidemment, si LCI passait en clair, le terrain qui a été préparé avec MyTF1 News, avec cette puissance vidéo forte qu'on a réactivée depuis un an, va être un terrain de jeu formidable pour LCI et ça fait partie des scénarios. Voilà, il faut toujours raisonner sur comment un produit se développe dans son écosystème. On était dans un écosystème de chaînes payantes, donc avec des contenus qui nourrissent les fournisseurs d'accès Internet qui monétisaient la chaîne. Si on évoluait dans un modèle gratuit, la donne serait évidemment différente. Si on n'évoluait pas dans un environnement gratuit, LCI est aujourd'hui quand même un contributeur fort dans le développement de MyTF1 News et du catalogue vidéo de l'info. Donc, on a de toute façon, quel que soit le scénario, une contribution d'LCI. Après, la marque est plus ou moins visible en fonction effectivement des accords et puis du modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot maintenant sur votre stratégie sur mobile ? Oui, alors c'est vrai que quand on regarde les chiffres, le mobile est le troisième écran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 60-65% des consommations qui se font sur le web, 20-25% sur la box de l'opérateur et donc le reste, entre 10 et 15% sur le mobile et tablette. Et plutôt sur des contenus courts. Parce que jusqu'alors, la 3G faisait qu'on a tous été dehors et puis il y a de la surcharge, la vidéo n'est pas de grande qualité, il y a de la latence. Et l'arrivée de la 4G depuis octobre ouvre une perspective formidable pour TF1 qui est d'augmenter la consommation de vidéo. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on a une croissance très forte là sur le démarrage de The Voice ou sur le dernier France-Ukraine, sur la consommation de live ou de catch-up sur ces écrans-là. Donc on pense que le mobile va, de par la 4G, de par l'évolution des écrans, on est plutôt à 4 pouces, bientôt à 5 pouces sur un format de smartphone standard. On va avoir la possibilité effectivement d'augmenter le volume vidéo. Et en plus, avec une opportunité, c'est que le smartphone, vous l'avez 16 heures par jour dans votre poche. Donc on va avoir aussi la possibilité de toucher très clairement l'internaute à différents moments. C'est pour ça, par exemple, qu'on a fait évoluer notre façon de produire du news, où aujourd'hui, on produit du news dès 6 heures le matin, parce qu'on sait qu'au réveil, un certain nombre d'internautes ont un réflexe information et que pour cela, il fallait être capable de produire des vidéos dès le matin et puis des articles dès le matin pour avoir finalement un peu ce qui s'est passé. Donc le mobile est un point clé dans notre stratégie. La monétisation sur le mobile, elle est encore naissante et surtout, on pense que les formats publicitaires sont inexistants, ou en tout cas on a copié sur le mobile le web, mais parce qu'on a pris les formats du web, donc c'est pas très inventif. On a tous fait pareil parce que c'était simple, mais il y a un effort collectif des agences médias, des annonceurs, des sites éditeurs pour inventer des formats qui vont être des formats qui tirent profit d'une chose, c'est que c'est votre mobile, alors que le PC il est parfois partagé, qu'a priori on va pouvoir vous cibler un peu mieux, on va pouvoir faire des choses plus abouties et surtout vous l'utilisez plus souvent dans la journée que votre PC. Donc il y a des perspectives extrêmement intéressantes, elles sont encore à établir. Et en quoi le fait d'avoir Bouygues comme actionnaire principal vous aide dans votre stratégie mobile? Est-ce qu'il y a des synergies avec Bouygues sur la 4G par exemple? Oui, on a beaucoup d'échanges avec Bouygues Telecom, d'abord sur le décryptage du marché. Et le marché des télécoms est un marché qui
qui évolue profondément hein, depuis quelques années. Donc on partage beaucoup avec Bouygues Telecom. Après, TF1 a vocation à être sur tous les réseaux mobiles, donc on travaille aussi beaucoup avec les autres opérateurs, mais on a la possibilité effectivement avec Bouygues Telecom d'expérimenter les choses. Là, quand on a lancé la 4G, effectivement, on a amélioré la qualité de MyTF1 et c'est effectivement Bouygues Telecom qui a été le premier à en tirer profit, tout simplement parce que le réseau de Bouygues Telecom 4G était le premier réseau massivement déployé. Donc on crée ces synergies, on passe du temps ensemble. J'étais la semaine dernière au CES et on était avec les équipes de Bouygues Telecom sur un certain nombre de meetings pour comprendre où va le marché et pour comprendre là où les enjeux sont à la frontière des chemins entre un opérateur télécom et une chaîne. C'est une opportunité pour nous parce que considérer que la chaîne de valeur est saucissonnée comme elle l'est dans le passé n'a plus de sens. Et je pense qu'on a la chance effectivement d'être un groupe intégré qui a 2 actifs avec, parce que c'est présent dans d'autres groupes, mais souvent avec une faculté ou une envie de travailler ensemble qui est moins forte, nous une envie effectivement de construire ce challenge ensemble. Après, voilà, on est ravis aussi de faire beaucoup de choses avec Orange, qui a été un partenaire historique sur le lancement de MyTF1 sur les box, ou avec SFR dans le cadre du lancement de sa nouvelle box. Donc voilà, nous au final, l'ambition de TF1 c'est d'être partout. Maintenant on a effectivement dans notre capacité à construire le futur, une capacité de réflexion qui est aussi la force de R&D de Bouygues Telecom. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Olivia Bécassi d'avoir répondu à toutes nos questions. Nicolas, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Nous recevrons Xavier Romaté, le président de Condé Nast France. À la semaine prochaine.